Faut-il retirer le gluten pour diminuer l'inflammation et améliorer la santé globale? En étant spécialiste depuis 15 ans en santé digestive et également fondatrice de la clinique Epitelia qui vise à améliorer la vie des gens un caca à la fois, j'entends et je lis tous les jours la question suivante: dois-je retirer le gluten pour me sentir mieux? Bon, il faut d'abord bien comprendre certaines choses avant d'aller plus loin, de faire une distinction en fait importante entre les problématiques potentielles engendrées par le gluten. On a la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie qui est auto-immune, dans laquelle la consommation de gluten entraîne vraiment des lésions au niveau de l'intestin grêle. Les symptômes peuvent varier, mais ils incluent entre autres les douleurs abdominales, les ballonnements, la diarrhée, la fatigue. Mais sachez que seulement 25% des gens cœliaques sont symptomatiques. Pour diagnostiquer la maladie cœliaque, ce sont des tests sanguins qui sont effectués pour rechercher en fait des anticorps bien spécifiques, suivis d'une biopsie dans l'intestin grêle pour évaluer quels sont les dommages. On retire le gluten évidemment strictement. Ça, c'est bien important parce que même des petites quantités dans du rouge à lèvres ou dans du dentifrice pourraient causer des dommages intestinaux. Dans un deuxième temps, on a la sensibilité au gluten non cœliaque. Contrairement à la maladie cœliaque, il n'y a pas de réponse immunitaire auto-immune ou de dommages à l'intestin grêle. Les symptômes sont intestinaux et extra-intestinaux, douleurs abdominales, maux de tête, des troubles de l'humeur. Ils apparaissent généralement après la consommation de gluten. Le diagnostic se fait vraiment par exclusion, c'est-à-dire on a exclu la maladie cœliaque, on a exclu l'allergie au blé. Est-ce qu'on doit alors retirer le gluten? Bien, en fait, comme on ressent une certaine amélioration de nos symptômes en le retirant un peu ou en l'éliminant complètement, eh bien, ça peut être intéressant de le faire, pas nécessairement à vie. Vous devez trouver finalement la dose qui vous convient. Et finalement, on a l'allergie au blé. L'allergie au blé, c'est vraiment une réaction allergique qui peut provoquer des symptômes immédiats allant des irritations cutanées avec des problèmes respiratoires. Donc, le diagnostic se fait avec des tests cutanés, des tests sanguins pour détecter des anticorps spécifiques au blé. Les personnes qui sont allergiques au blé doivent éviter le blé, pas le gluten. Le blé et tous ses dérivés. Donc, ça ne signifie pas nécessairement qu'on doit éviter le gluten provenant de sources comme le seigle et l'orge. Un point important à noter, et c'est là que ça va vous intéresser sans doute, c'est la relation entre le gluten et la perméabilité intestinale. La consommation de gluten chez certaines personnes peut, oui, déclencher une réponse immunitaire et donc inflammatoire, ce qui va encore plus contribuer à cette perméabilité accrue. C'est ce qu'on a vu chez le modèle animal dans un contexte de maladie cœliaque ou de sensibilité au gluten non cœliaque. La science actuelle ne nous permet pas, par contre, de savoir si le retrait du gluten pourrait améliorer la santé globale en diminuant l'inflammation chez l'humain. Par contre, on voit quand même plusieurs cas cliniques qui l'ont expérimenté et qui ont vu des améliorations de leurs conditions. Tout comme on voit aussi plusieurs cas cliniques qui ont retiré le gluten, mais qui n'ont vu aucune amélioration. Souvent, lorsque les gens retirent le gluten, ils baissent automatiquement la quantité de glucides, de produits transformés, vont moins au restaurant. Parfois, ils intègrent même autre chose, en plus de grains entiers, de végétaux qui viennent nourrir adéquatement leur microbiote intestinal. Alors, est-ce le retrait du gluten, l'intégration de nouveaux végétaux ou bien une combinaison de tout ça, ou alors la diminution des produits transformés qui a eu cet effet positif sur leur santé globale? C'est difficile à dire pour l'instant, mais la science continue d'évoluer de ce côté-là. Lorsque j'étais diététiste, nutritionniste, clinicienne, je disais toujours à mes clients qui voulaient retirer le gluten, bien, assurez-vous en amont, très important, surtout si vous êtes symptomatique, de faire les tests pour éliminer certaines maladies potentielles, telles que la maladie cœliaque, la sensibilité au gluten non cœliaque, l'allergie au blé ou autres problématiques digestives. Ensuite, si vous souhaitez toujours diminuer le gluten ou le retirer, c'est important de s'assurer de bien le remplacer par des grains entiers qui vont nourrir la flore intestinale, par exemple le quinoa, le sarrasin, le riz de grains entiers, le riz sauvage. En résumé, dans tout ça, bien que le gluten puisse être problématique pour certains, c'est essentiel de comprendre la différence entre la maladie cœliaque, la sensibilité au gluten non cœliaque et l'allergie au blé, voire même l'intolérance au FODMAP. Un diagnostic adéquat est crucial pour déterminer c'est quoi le meilleur plan d'action pour votre santé et vos symptômes. J'aimerais terminer en mentionnant une étude menée par De Graaf et ses collègues en 2024, je vous mets le lien un petit peu plus bas,
qui est super intéressante. En fait, ça interroge sur l'effet du gluten sur les symptômes digestifs et extra-digestifs chez les personnes qui sont sensibles au gluten, mais sans maladie cœliaque. Ce que cette étude amène, c'est une analyse du rôle des attentes vis-à-vis la consommation de gluten. Autrement dit, est-ce que les symptômes sont réellement dus à la consommation de gluten ou ils sont influencés par les croyances et les craintes des gens à l'égard du gluten? Donc, mise en contexte. Ce que les chercheurs voulaient valider, c'est l'idée qu'en anticipant des effets négatifs reliés à la consommation du gluten, les symptômes digestifs ou les autres symptômes pouvaient apparaître même si on consomme un aliment sans gluten. Alors, méthodologie rapide. L'étude est de type randomisé, multicentrique, a rassemblé 83 participants qui étaient âgés entre 18 et 70 ans, répartis dans 4 groupes pour consommer soit du pain avec gluten, soit du pain sans gluten, en ayant soit l'attente de manger du gluten ou soit l'attente de manger sans gluten. Le but était d'observer les effets sur les symptômes digestifs et d'explorer le rôle des attentes. Les résultats principaux, c'est assez surprenant. Les personnes qui ont consommé du pain avec gluten et qui pensaient manger du gluten ont rapporté les symptômes digestifs les plus forts. Cependant, ceux qui consommaient réellement du gluten, mais qui pensaient ne pas consommer de gluten, ne montraient pas d'aggravation significative des symptômes. Ça indique que les attentes jouent un rôle clé dans l'apparition des symptômes digestifs, un effet nocebo évident. Les forces de cette étude-là, c'est la rigueur méthodologique avec des groupes bien contrôlés, le suivi horaire des symptômes pour observer les tendances précises, la répétition du test avec un deuxième repas dans la journée pour examiner l'effet d'une exposition continue. Les limites de l'étude, bon, l'échantillon est limité, 83 personnes, principalement féminins, ce qui peut peut-être influencer la généralisation des résultats. Le manque de mesure du stress connu pour affecter quand même les symptômes digestifs pourrait être un des facteurs confondants là, ici. Puis une possibilité de ce qu'on appelle un biais de sélection, là, les participants les plus anxieux ou avec des symptômes très graves reliés à la consommation de gluten, mais pourraient avoir évité de participer à l'étude en question, ce qui résulta. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces résultats-là? Bien, cette étude ouvre la voie à une approche individualisée de la sensibilité au gluten. Il devient vraiment essentiel de considérer non seulement les aliments en eux-mêmes, mais aussi la perception possible de la consommation de gluten, puis des répercussions que ça peut avoir. Alors, c'est important de viser des approches qui adressent à la fois l'alimentation et les facteurs psychologiques pour aider les patients à mieux gérer leurs symptômes. Ça, c'est essentiel. C'est important aussi d'informer que le gluten ne peut pas être toujours responsable des symptômes digestifs. Il y a bien d'autres composantes comme le blé, les FODMAP qui peuvent jouer un rôle dans tout ça. On a d'ailleurs un article de blog sur le sujet à propos du syndrome de l'intestin irritable puis des différences entre le blé, le gluten et les FODMAP. C'est super intéressant et c'est disponible sur le site de ma clinique, soit epitelia.ca. Donc, cette étude souligne justement l'importance des facteurs psychologiques, des attentes dans l'expérience de la sensibilité au gluten non cœliaque. Une vision qui est centrée vraiment sur le client est super important. Il faut tenir compte également dans tout ce traitement-là de l'axe intestin-cerveau pour une meilleure gestion des symptômes digestifs. Et ça, c'est ce qu'on fait, nous, au quotidien à la clinique Epitelia. Question? Commentaires, n'hésitez surtout pas, évidemment, dans la plus grande des bienveillances qui soit, que c'est souvent un sujet qui est, bon, on va se le dire, un peu polarisé. Alors, au plaisir de vous lire!